En fait, il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté. Il a fait croire que la police arrivait. Il m'a dit, Vincent, la police est à la porte pour toi. Et ils ont commencé à monter. Là, j'ai fermé la porte de l'appartement de mon fils. J'ai vissé le verrou. J'avais 4 clés. J'avais la porte de sortie. J'ai dit, il faut que la première clé fonctionne. Ah, on peut aller en prison pour ça? Il est resté pantois pendant quelques secondes. Cette salle des profs avec reprocopieur était une imprimerie révisionniste. Ça, ils l'ont jamais su. Tu vois, hein, en fait, si tu ouvres, là, c'est une fausse cloison, c'est une porte qui pique des ramettes entières. Et ça a imprimé, ça a imprimé, ça a imprimé. Le problème, c'est que la liberté d'expression, pour moi, c'est un leurre. Hein, je le dis tout de suite, une société qui se dissout, qui s'effondre, qui se liquéfie. La société se liquéfie. C'est l'effondrement de nos sociétés. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite précision. Vous devez sûrement vous dire qu'en interviewant un révisionniste, je risque pas de me faire des amis. Mais bon, si on veut pouvoir donner une voix à tout le monde, ce que tout bon journaliste devrait faire, eh bien il faut aussi recueillir l'opinion de gens qui ont vécu des expériences hors du commun, qui ont des idées qui feraient grincer des dents, pour essayer de comprendre, sortir de sa zone de confort et briser des tabous. Et je pense que Vincent Lanoir correspond parfaitement à cette idée, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bon visionnage. Vincent Lanoir, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie, c'est naturel. Vous êtes révisionniste, on peut Oui. même dire que vous êtes le plus populaire en France après la mort de Robert Forisson. Exact, hélas. On va le voir, vous avez été condamné de nombreuses fois. D'ailleurs, votre dernier procès s'est tenu le 22 janvier. Après votre extradition d'Écosse, vous avez vécu sous une fausse identité. Aujourd'hui, on vous a tout enlevé, vous le dites même avec le sourire. Vous n'avez plus de famille, plus de voiture, plus de logement, même plus de carte vitale. Non. On va voir comment on en arrive là. Vous allez aussi nous parler de votre point de vue sur la liberté d'expression et plein d'autres thèmes. Mais avant ça, comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. Un peu fatigué après toutes ces histoires? Ah oui, je suis toujours un peu fatigué, surtout que là, après le procès, j'ai réalisé, enfin, Monsieur Dieudonné m'a invité pour réaliser une vidéo. Après, j'ai été à Toulon faire une conférence. La semaine d'après, j'étais à Toulouse pour faire une conférence. J'ai toujours plein de choses à faire, donc je suis relativement fatigué, mais ça va très bien. Je pense que beaucoup de jeunes ne vous connaissent pas. Oui. Est-ce que vous pourriez, comment vous définiriez un révisionniste et quelle est la différence avec un négationniste? Je dirais que négationniste, c'est la terminologie des adversaires. Il faut savoir que le terme, alors on dit souvent que ça a été inventé par Rousseau en 1987, mais en fait non, le terme négateur était déjà utilisé au 19e siècle et au 20e pour désigner ceux qui niaient l'existence notamment du Christ, qui le considéraient comme un personnage mythique. Donc on parlait déjà des négateurs. Le négationniste, d'après nos adversaires, en fait, c'est quelqu'un qui, pour faire ses enquêtes, utilise une méthode en 4 points, c'est-à-dire qu'il postule l'existence d'un grand complot juif pour faire croire en l'existence des chambres à gaz, il rejette les documents qui le dérangent, il falsifie les faits et il rejette invariablement tous les témoignages. Or, ce n'est absolument pas ce que font les négationnistes, enfin les révisionnistes, parce que ce n'est absolument pas ce que font les gens qui sont qualifiés de négationnistes, ce sont des révisionnistes, c'est-à-dire que on considère les témoignages, on considère les faits, on considère les documents, et au contraire, nous, on s'intéresse à la matérialité des faits. On vérifie, est-ce que ce qu'on nous a dit, qui s'est passé, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et pour l'établir, on va voir sur le terrain, on regarde des photos d'époque, on analyse les témoignages, on les compare aux constats matériels, pour savoir si ça peut nous apporter des choses que les constats matériels ne nous donnent pas, ou pour savoir si le témoignage est valable, s'il ne correspond pas aux faits matériels constatés, on dit que c'est un faux témoignage, que le témoin a menti ou s'est trompé. On analyse les documents, on les analyse, je dirais, objectivement, sans a priori. C'est ça le travail du révisionnisme. En fait, le travail révisionniste, je dirais, c'est une enquête policière. C'est tout. C'est presque, vous considérez comme un historien, comme un autre? Moi, je me considère en fait comme un enquêteur policier. Je me suis des fois comparé à Colombo, c'est-à-dire que on m'avertit qu'il y a eu un crime quelque part, je me rends sur la scène du crime, si possible, j'enquête, je fais tous les constats matériels,
Ensuite, je vais voir les documents, j'essaie d'extraire des documents, je retrouve des témoins ou je prends des témoignages écrits. Et de tout ça, j'essaie de trouver, j'essaie de découvrir ce qui s'est passé avec les constats matériels, avec les témoignages que j'ai jugés sur la foi d'éléments objectifs vrais, parce qu'en accord avec les constats matériels, mais un témoignage peut vous apporter des éléments nouveaux que vous ne voyez pas. Et puis ensuite, j'essaie de reconstituer les pièces du puzzle qui manquent. Voilà, c'est ça, le travail de révisionniste, c'est un travail d'enquêteur policier. Alors, pour comprendre un peu qu'est-ce qui vous a mené à ce que vous êtes aujourd'hui, je voudrais revenir à votre enfance. Oui. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Mon enfance, mon père était médecin en Normandie, dans un petit village de 1200 habitants. Il était le maire de son village, il était également conseiller général. On vivait très très bien. On vivait dans l'ancien hôtel du village. Bon, il faut savoir que les hôtels avant c'était des petites chambres, hein, mais enfin, on vivait dans une maison de 100 mètres carrés de plein pied sur 2 étages, avec peut-être une dizaine de chambres. Une jeunesse que beaucoup de gens envieraient d'ailleurs, beaucoup d'argent. On allait en vacances 2 fois par an, l'hiver au ski, où on avait un chalet de famille. C'était une famille très chrétienne? Non, pas spécialement chrétienne. Mes parents, ma mère était protestante, mon père était catholique, mais il ne pratiquait pas. Donc c'était une famille plutôt tournée vers l'argent, la jouissance, l'hédonisme, etc. Voilà. Mais voilà, donc on allait 2 fois en vacances, donc une fois au ski dans un chalet de famille, l'été à la mer dans une maison de famille, scolarité dans des... Enfin, j'ai fait mon collège dans une école privée. Mon lycée, c'était dans du public, mais c'était au lycée Malherbe à Caen, assez réputé. Scolarité sans aucun problème, puisque j'ai jamais redoublé et j'avais 1 an d'avance arrivé en CP, au cours préparatoire, donc. Ce qui fait que j'ai terminé mes études avec 1 an d'avance, mes études d'ingénieur. J'étais des fois avec des gens qui avaient 3-4 ans de plus que moi, parce que qui avaient soit redoublé, soit qui étaient passés par des chemins de traverse, donc qui avaient pris plusieurs années, là où moi j'avais pris qu'une seule année. Une jeunesse donc qui, au point de vue matériel, a été dorée. Par contre, au point de vue spirituel et intellectuel, beaucoup plus dur. Mes parents ne s'entendaient pas, il y avait beaucoup de disputes à la maison, l'ambiance était des fois très lourde, et ça a été pour moi assez lourd à porter. D'accord. Et donc, est-ce que peut-être ça vous a permis de développer un caractère assez fort? Est-ce que vous aimiez être contre la vie de tout le monde déjà au plus jeune âge? Pas au plus jeune âge, non. Mais il est évident que dans ma famille, notamment c'était ma mère qui faisait l'éducation des enfants, y compris dans les études. Et moi, je voulais être cinéaste. C'était vraiment quelque chose qui, depuis l'âge de 13 ans, me passionnait. Je ne suis pas cinéphile. D'ailleurs, je ne vais jamais au cinéma. Mais j'aimais faire des films. J'aimais. Et je dois avouer que j'avais vraiment ça dans la peau. D'ailleurs, quelqu'un qui a travaillé dans le cinéma, avec sa fille, j'avais fait un film. Quand il a vu le court-métrage, il a dit « Vincent est doué. Il sait manier une caméra, il sait agencer les plans, il sait faire du montage. » Et donc j'étais vraiment doué pour ça. Je faisais un film par an à partir de la seconde. Je faisais un court-métrage, c'était la grande époque du Super 8. Et je voulais vraiment me donner à ça. Alors, je savais très bien que je ne serais jamais metteur en scène. Il y a très peu de gens qui sont metteurs en scène. Mais moi, je voulais être soit dans les effets spéciaux, parce que j'aimais bien les films fantastiques, soit dans les effets spéciaux, soit dans le montage. Donc, ça a été pour moi, c'était vraiment mon objectif. Et puis, pour ma mère, non. Chez les Renoirs, on n'était pas dans le milieu du cinéma. Et on n'était pas artiste, en gros. Et comme j'étais bon en maths et en physique, dans toutes les matières scientifiques, j'avais passé un bac C à l'époque, eh bien, elle m'a convaincu de faire maths sup, maths spé, que j'ai fait à Paris, et après d'intégrer une école d'ingénieur. Elle rêvait de me voir polytechnicien, et après je serais du genre cherche de recherche chez Elf, dans une grande boîte, etc. Et ce qui fait que moi, eh bien, j'ai vécu une jeunesse où j'avais pas le droit à la parole, en fait. J'ai dû faire de la musique alors que ça me plaisait pas. J'aurais voulu faire du rugby, non. Bon, c'est vrai qu'on était en Normandie, mais il y avait quand même un club de rugby, mais non. Il fallait que je fasse du tennis, parce que le tennis, c'est le sport des fils de médecins, quoi. Donc pas du rugby, c'était un sport de voyous. Donc voilà, c'était
mes intérêts ne comptaient pas. En fait, c'était toujours, ma mère avait une grande phrase, « Quand tu seras grand, tu me remercieras ». C'était la phrase qui permettait de couper court à toute discussion. Tu feras de la musique, tu feras du tennis, tu feras des études scientifiques et tu verras, quand tu seras grand, tu me remercieras. Et ce qui fait que, eh bien oui, quand j'étais en prépa, maths sup, maths spé, j'ai vraiment acquis un tempérament rebelle. J'ai découvert le révisionnisme à cette époque-là, mais complètement par hasard, mais j'avais déjà un tempérament rebelle. Finalement, je voulais dire, eh ben crotte, je veux vivre ma vie. Et donc, aujourd'hui, je pourrais en vouloir à ma mère, mais pas du tout, justement. Parce qu'elle m'a éduqué comme ça, parce qu'elle m'a pas laissé faire ce que je voulais, notamment pas laissé faire du cinéma. Eh bien, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et je le remercie, en fait, même si pour ma mère, c'est un échec. D'ailleurs, elle l'a dit à ma sœur, on s'est mal comporté avec Vincent, on m'a raté. Mais en fait, non. Non, la Providence m'avait préparé, je devais avoir cette jeunesse-là pour faire ensuite du révisionnisme et être jusqu'au boutiste du révisionnisme. C'est ça, parce que vous intégrez ensuite l'Institut national de Caen. Oui, l'Institut supérieur de la matière et du rayonnement atomique, une petite école d'ingénieurs. Et donc c'est là-bas que vous commencez à militer. Oui. Et donc quel a été le déclic un peu qui vous a fait basculer dans le révisionnisme? Alors, le déclic, en fait, ça a été quand j'étais en maths spé à Paris. À l'époque, j'étais très nationaliste, même national-socialiste. Et je cherchais des livres parce que pour moi, la solution serait un modèle économique nouveau. J'étais nationaliste, national-socialiste, avant tout pour des raisons d'économie. Le racisme, c'était pas mon truc, moi, en fait. Je voyais pas ça trop comme un problème. Peut-être parce que j'avais une jeunesse dorée, loin des quartiers chauds, entre guillemets. Mais pour moi, c'était pas ça. Je voulais vraiment que la société fonctionne bien. Et donc, je fréquentais la librairie française, qui était rue de l'abbé Grégoire à l'époque, qui était tenue par Jean-Gilles Maliarakis. Et là, j'allais acheter des livres. On avait un peu sympathisé. Il savait que j'étais à Saint-Louis, pas loin, que j'étais un topin, comme on disait, un élève en prépa. Et un jour, il m'a dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresserait si vous faites des sciences. Il y a eu un rapport sur Auschwitz et les chambres à gaz. Il vendait à l'époque les annales d'histoire révisionniste. C'était sur une cheminée, je m'en souviens. Et moi, quand je passais devant, ça ne m'intéressait pas du tout. D'abord, j'étais là pour des livres d'économie. Et puis pour moi, non, on ne pouvait pas remettre ça en cause. C'était une évidence, comme le soleil, lui, à midi, s'il n'y a pas de nuages. Non, je lui dis non. D'ailleurs, l'affaire du détail de Jean-Marie Le Pen en 87 m'avait un peu gêné. J'avais dit, bah non, là, Jean-Marie Le Pen, il va trop loin, qu'est-ce que c'est ça? Bref, ça ne m'intéressait pas. Il m'a dit, voilà, regardez, dans le numéro 5 des Annales d'histoire révisionniste, vous avez un rapport scientifique. Je voulais pas trop l'acheter, mais enfin, on avait sympathisé. J'ai dit, ok, je l'achète. Bon. Et je suis revenu à l'internat de Saint-Louis, puisque j'étais interne à Saint-Louis, et j'ai lu. Et là, ça m'a vraiment troublé. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors surtout, ça m'intéressait beaucoup parce que j'étais donc nationaliste, national-socialiste, même depuis 86, oui, même un peu avant, depuis 84-85. Mais j'avais remarqué à quel point on ne pouvait jamais parler de politique national-socialiste, parce que dès qu'on parlait du national-socialisme, on disait oui, mais on sait où ça menait. Le nazisme, le nationalisme, on sait où ça mène. Et ça, j'avais remarqué à quel point cet argument était prégnant. C'est-à-dire qu'il a empêché tout débat, tout exposé sur la réussite sociale des fascismes. Je prends le terme fascisme en général. Ça a empêché tout débat loyal et même, je vais dire, posé. C'était toujours, on sait où ça a mené. Alors arrête. Ne va pas nous parler de ton fascisme, on sait où ça a mené. Et donc quand j'ai lu ce rapport, qui disait, mais non, il n'y a pas eu de chambre à gaz à Auschwitz et tout ça, j'ai dit, mais alors, l'argument on sait où ça a mené, ça ne tient plus. Et c'est pour ça que là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au révisionnisme. Je me rappelle, je suis tout de suite revenu à la librairie française et j'ai acheté les 4 premiers tomes des Annales d'histoire révisionnistes et je les ai lus. Notamment, j'ai lu l'article de Carlo Matonio, Le mythe de l'extermination des Juifs. Et là, franchement, j'ai entrouvert la porte d'un univers que je ne connaissais pas. Par la suite, on était en 88, j'ai acheté le livre de Rollilberg, qui venait de paraître en français aux éditions Fayard, La destruction des Juifs d'Europe. Donc le point de vue officiel, le point de vue des historiens accrédités. Et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est qu'en effet, il n'y avait pas une seule représentation de l'arme du crime. Il n'y avait rien. Et en tant que scientifique, enfin, élève scientifique, quand on parle de quelque chose, on montre, on fait des diagrammes, on montre, et là, il n'y avait rien. Et c'est là que je me suis dit, il y a anguille sous roche.
Et ce qui m'a vraiment fait pénétrer dans le révisionnisme, c'est, bon, j'ai distribué mes premiers tracts révisionnistes, j'ai déjà raconté. La Providence m'a encore guidé, puisque j'ai ma première grande distribution de tracts dans les cités universitaires de Caen. C'était un tract révisionniste qui s'appelait Testez-vous, je crois. Elle a eu lieu la veille de la profanation du cimetière de Carpentras. Et donc, il y a eu un scandale à l'époque suite à la profanation du cimetière juif de Carpentras. Et comme j'avais distribué des tracts qui étaient signés d'une association que j'avais formée, il y a eu un scandale dans l'école. Je n'avais pas distribué de tracts dans mon école, mais c'est remonté jusqu'à mon école. Et là, je suis passé en commission de discipline pour salissure de la réputation de l'établissement. C'était tout à fait illégal. Il y avait absolument, on avait le droit de faire ce qu'on voulait à côté, mais peu importe. Et j'ai déposé un mémoire, enfin, j'ai porté plainte, j'ai attaqué cette décision devant le tribunal administratif, et pour faire mon mémoire, j'ai demandé les conseils d'Henri Roch, qui était un révisionniste, l'auteur de la thèse de Nantes en 1985. Il habitait Paris, je suis allé à Paris le voir, je lui ai présenté mon dossier, il m'a dit, bon, attendez, on va développer une argumentation comme ça. Le soir est arrivé, il n'y avait plus de train pour revenir en Normandie, j'ai dormi chez lui. Et il y avait toute sa bibliothèque dans la chambre d'amis. Et là, j'ai dit, tiens, bah, avant de dormir, j'aime bien lire un peu un livre. Donc j'ai choisi, je voulais savoir si j'allais prendre les mémoires de Debrinon ou le livre de Bardèche, Nuremberg ou la Terre Promise. J'ai choisi Nuremberg ou la Terre Promise, pensant que j'allais en lire 10 pages et que j'allais dormir. J'ai dévoré le livre. Et c'est là qu'il montrait à quel point, je l'ai raconté plein de fois, je ne le raconterai pas à nouveau, les conséquences politiques du procès de Nuremberg. Que désormais, un précédent judiciaire pesait sur toute espèce de renaissance nationale, qu'aujourd'hui, tout parti qui se souviendrait du sol, du métier, de la tradition, de la race serait suspect, etc. Et c'est là que j'ai dit, mais oui, c'est ça. C'est ça. Et là, j'ai dit, Vincent, tu dois faire du révisionnisme ton combat numéro 1. Les études d'ingénieur, déjà, ne m'intéressaient pas beaucoup. J'ai complètement, j'ai passé mon diplôme K1K en travaillant au minimum. Le cinéma, ben, ça me passionnait toujours, mais petit à petit, je me suis moins intéressé au film et je me suis de plus en plus intéressé au révisionnisme. Et à partir de, je dirais, 1991, j'ai vraiment été un militant révisionniste en première ligne. Voilà mon histoire, voilà comment c'est arrivé. Donc j'ai lu qu'une de vos premières condamnations, vous avez envoyé une lettre anonyme à des lauréats du concours de la résistance et de la déportation. Comment ça se passe? Pourquoi vous faites ça? Ah ben c'était pour diffuser la parole. Alors oui, c'était une dame qui m'avait montré, dans le Ouest France, il y avait une liste des lauréats du concours de la résistance et de la déportation avec les lycées, de quel lycée ou de quels établissements scolaires ils étaient. Et donc j'ai envoyé une lettre en disant félicitations, vous avez eu, mais je vous présente une autre version, une autre vision de cette période de l'histoire. Voilà. Ils ont répondu? Ah non, ils n'ont pas répondu, mais il y a eu plainte. Il y a eu plainte parce que c'était considéré comme une diffusion publique. Donc, et alors j'ai été condamné pour ça. Alors ça n'a pas été ma première condamnation, ça. Ma première condamnation, ça a été pour la distribution du tract Testez-vous. C'était le premier tract que j'ai fait, encore avec une machine à écrire mécanique, hein, et puis le titre avec des autocollants, ce qu'on appelait une lettre A7. On collait des autocollants de lettres pour faire Testez-vous. Et il y avait 2 questions sur les chambres à gaz, etc. Et ça, c'est ce tract-là qui m'a valu ma première condamnation. C'était en décembre 91. J'étais passé en procès le 6 novembre 91. Donc ensuite, après vos études, vous devenez enseignant. Et avant de vous faire licencier au bout de 2 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est fort. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour... Oh bah, ils n'ont même pas su tout ce que j'ai fait. Ils auraient dû me licencier pour encore plus de raisons. En fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai jamais travaillé comme ingénieur chimiste, hein, ça ne m'intéressait pas du tout, et là je faisais du révisionnisme à fond. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 91, je crois, j'ai connu une charmante demoiselle qui est venue me voir, parce qu'on avait un ami commun. Bon, il s'est trouvé que quelques mois après, elle était enceinte, donc il a fallu que je trouve un travail. Mais moi, je ne voulais pas, en fait. Bon, mais il s'est trouvé que, bon, ben voilà, cette demoiselle n'a pas avorté, ce qui est... Je remercie le Seigneur, parce que ce fils, le premier fils que j'ai eu, c'est mon fils en or, encore aujourd'hui. Et donc, toujours est-il que j'ai d'abord trouvé un contrat emploi solidarité comme aide laborantin dans un lycée.
C'était un travail que je devais avoir tout de suite pour pouvoir louer avec ma future femme. On n'était pas encore mariés, mais un appartement. Et de là, quand j'étais... Donc je suis rentré contrat emploi solidarité pour 1 an dans un lycée, ça m'a permis de louer l'appartement. Et ils savaient dans le lycée que j'étais ingénieur, mais je travaillais comme un aide de laboratoire, pratiquement un homme de ménage. Moi, ça me vexait pas du tout. Un pion. Alors non, j'étais plus qu'un pion en fait. Je devais laver la verrerie dont les élèves se servaient pour faire des expériences, et je devais préparer, je devais faire toutes les solutions d'acide, de base, etc. et les déposer sur les paillasses des TP. C'était ça. Alors moi, j'avais réorganisé d'ailleurs le laboratoire, qui était un peu désorganisé, donc il m'aimait beaucoup. Et il savait que j'étais ingénieur chimiste. Et un jour, le responsable des laboratoires, qui était professeur, m'a dit « Mais Vincent, tu voudrais pas être prof ?» Je lui ai dit « Ah ouais, mais il faut passer le CAPES, c'est compliqué. » Non, il m'a dit « Non, tu peux être prof dans le privé. Dans le lycée professionnel. Tu vas passer le PLP2, professeur du lycée professionnel, 2e grade. » Il m'a dit « Ça, tu l'auras, parce que d'abord, il y a peu de monde. Et puis, ce sera ton niveau. » Et très gentiment, les 2 mois qui ont précédé l'examen, le concours, il m'a autorisé, je travaillais tous les jours de 8h à midi, il m'a autorisé de travailler de 8h à 11h, et de 11h à midi, j'avais le droit de réviser pour mon concours. J'ai eu mon concours, et en 95, j'ai été élève, professeur pour 1 an. J'étais donc à l'IUFM, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Et au bout d'1 an, j'ai été suivi par quelqu'un qui regardait, je faisais des stages, et elle m'a rendu un rapport extraordinaire. Elle m'a dit vraiment, c'est un homme qui est pédagogue, qui a ça dans le sang. Et donc, j'ai été nommé au lycée de Honfleur. Et là, je continue à faire du révisionnisme. Alors, j'ai utilisé un ordinateur d'une salle des profs, parce qu'il y avait la salle des profs centrale, puis une salle des profs en annexe pour le professionnel, mais la personne n'allait jamais. Il y avait un ordinateur, moi à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur assez puissant, mais il y avait un ordinateur, et c'est là que je tapais mon livre sur Oradour, parce que j'avais déjà, je ne raconte pas, mais j'avais fini mon enquête sur Oradour, donc je tapais mon livre, j'arrivais à 7h du matin, quand ça ouvrait, j'étais très pote avec les femmes de ménage, donc elles ne me gênaient pas, je tapais mon livre, je planquais les fichiers à la racine du disque dur, enfin c'était introuvable. En même temps, je faisais des tracts révisionnistes et j'utilisais les photocopieuses et les reprocopieurs du lycée pour les imprimer. Donc le matin, cette salle des profs avec reprocopieur était une imprimerie révisionniste. Ça, ils l'ont jamais su. En plus, une femme de ménage m'avait dit où étaient les ramettes de papier. Elle m'avait dit, tu vois, hein, en fait, si tu ouvres, là, c'est une fausse cloison, c'est une porte. Ah, c'était pas tombé dans la réalisation, donc j'y allais, je piquais des ramettes entières, et ça a imprimé, enfin, voilà. Sans compter que j'en ai parlé à des élèves, bon, voilà. Donc, ils n'ont pas su tout ça, mais enfin, ils en ont su suffisamment. Il y a quelqu'un qui m'a dénoncé, qui a dénoncé que je travaillais sur l'ordinateur. Ils ont trouvé, parce que j'avais été dénoncé, et donc j'ai été convoqué chez le recteur. Alors là, il y a eu toute une affaire, c'est peut-être pas très intéressant de le raconter, mais au départ, le recteur a dit que je serais seulement... je continuerai de prof, mais que je serais inspecté régulièrement. Que s'est-il passé dans les 3-4 jours suivants? Soudainement, j'ai été reconvoqué, il m'a dit non, vous allez passer en commission de discipline au ministère à Paris. Et en général, ça se termine par une révocation. Au début, le recteur ne voulait pas me virer, il voulait me conserver. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai jamais su quoi, mais après j'ai été révoqué. Donc c'était en avril, en avril 97. Donc vous soupçonnez un coup de fil du ministère? Je pense qu'il y a eu une intervention des autorités en disant oui, lui, il faut le virer. Je pense, voilà. Mais alors à la base, la personne qui m'a dénoncé, je sais qui c'est maintenant, enfin 95% je sais qui c'est, ça n'a rien à voir avec l'idéologie. C'était complètement autre chose, c'est une autre affaire, donc il ne faut pas juger. Ça n'a pas été un piège, ça n'a pas été des francs-maçons, ça n'a pas été des juifs, non, c'est d'une toute autre raison que je ne dis pas. Donc ensuite, vous pouvez vous consacrer à votre action de militantisme à plein temps. Ah oui, enfin plus de métier. Et vous avez été condamné de nombreuses fois ensuite. Je ne sais même plus combien de fois j'ai été condamné. Donc il y a beaucoup de gens pensent que la justice est trop laxiste en France. Donc avant d'aller en prison, il y a beaucoup de gens qui accumulent des dizaines de condamnations. Pourtant vous allez en prison pour partager des idées, la prison ferme. Oui. Est-ce que vous pensez que la justice, elle est trop laxiste, trop dure ou déréglée?
Alors je pense que mon expérience de la justice, ayant été en prison, j'ai côtoyé beaucoup de prisonniers, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient fait des infractions, vol, trafic de drogue, etc. Il y a de tout en fait. La justice à des moments peut se montrer très sévère avec des gens, notamment pour des violences conjugales, elle peut se montrer très sévère et vraiment vous frapper fort. J'ai connu un mec, un jeune, il avait 19-20 ans, il avait été condamné pour vol de scooter en récidive. Mais enfin bon, il avait 2 ans de prison ferme pour vol de scooter en récidive. Alors, je dis pas que c'est bien de voler des scooters, c'est pas ça. Mais enfin, 2 ans de prison ferme. Par contre, j'ai connu des gens qui avaient fait des agressions beaucoup plus violentes, qui avaient 3 ans. C'est long, 3 ans derrière les barreaux, attention. Quand on dit, oh, il n'a eu que 3-4 ans, c'est long, c'est long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la justice est un peu déréglée. Je suis assez surpris. En ce qui me concerne, moi, j'ai mis quand même 20 ans à aller en prison. Enfin, j'ai mis. Là, pendant 20 ans, de 91 à 2010, en gros, enfin 2008, allez, disons 15-16 ans, la justice m'a toujours condamné à de la prison avec sursis. Bon, une fois, elle m'a condamné à la prison ferme en 97, mais l'affaire, ils ont laissé passer le délai de prescription en appel. Mais je peux dire que, non, au départ, la loi Guesso, les juges avaient un peu répugné à l'utiliser, parce que quand même, c'est la liberté d'expression. Donc au départ, ils répugnaient. Moi, c'était des peines de prison de 6 mois avec sursis, des amendes. J'ai jamais payé d'amende d'ailleurs, parce que j'ai toujours été insolvable. Non. Par contre, maintenant que la machine est enclenchée, alors ça, la justice, au moins avec moi, elle est très sévère. Très sévère. Donc ensuite, en 2015, vous êtes condamné à 1 an de prison ferme. C'est pour ça que vous vous exilez à Londres. 2 ans de prison ferme, c'était illégal, ouais. Puisque la loi prévoyait qu'1 an, les juges de province s'étaient trompés, ils croyaient qu'on pouvait doubler la peine en cas de récidive. C'est vrai pour certains délits, mais pas pour les délits de presse. Donc en appel, c'est le parquet qui a fait appel, ça a été ramené à 1 an. Oui, et je me suis exilé en effet. Au Royaume-Uni, pourquoi est-ce que vous partez là-bas? Alors je suis parti là-bas parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas de loi au Royaume-Uni, il n'y a pas de loi anti-révisionniste, et surtout, alors c'est là que c'est important, il faut savoir que je me suis exilé et je suis arrivé tout de suite dans une maison dans la banlieue de Londres. On pourrait dire, ah ben la vache, Renoir, il dispose de réseau. Je veux dire, il s'exile et dans le mois après, il est dans une maison dans la banlieue de Londres, ce qui est quand même une des banlieues très chères en Europe. Et de là, il va pouvoir donner des cours particuliers à Londres. Donc, on lui a offert une maison. Alors, c'était pas du tout ça. Il se trouve qu'à l'époque, je travaillais avec un révisionniste qui s'appelait Siegfried Verbeek, un Belge, un Flamand, plus exactement. Et sa femme, qui était d'origine des Philippines, avait vécu 20-30 ans en Angleterre. Et là, elle disposait d'une maison. Et cette maison, quand elle était partie, que ses enfants étaient grands, qu'eux, ils s'étaient disséminés dans l'Angleterre, qu'elle était partie se marier avec Siegfried, donc elle vivait en Belgique. Cette maison avait été louée à des Népalais qui l'avaient très abîmée. Et depuis 2 ans, elle n'était plus louée. Donc elle était vide et elle se délabrait. Et donc, sa femme, Madame Verbeek, m'a dit, Vincent, si tu veux, tu peux aller vivre dans cette maison, tu la maintiendras, parce que je suis un peu bricoleur, tu feras des réflexions, et en échange, ce sera gratuit. Voilà comment je suis arrivé dans la banlieue de Londres. Les gens qui fantasmeraient sur des réseaux, qui m'auraient payé une maison en Angleterre, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Il n'y avait pas de réseau. Ils m'ont amené tous les deux dans la maison, et quand ils sont partis de la maison, j'étais seul en Angleterre. Absolument seul. Il a fallu que je me débrouille tout seul. J'ai mis des annonces pour donner des cours particuliers. C'est comme ça que j'ai survécu en Angleterre. Il ne faut pas croire qu'il y a une caisse noire de révisionnistes qui m'a payé. J'ai jamais reçu un copec d'une soi-disant caisse noire révisionniste. Et vous la vivez comment cette... on peut dire que ça commence par une cavale, non? C'est presque une cavale. Non, ce n'est pas une cavale, justement. Quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis inscrit au consulat. J'avais un numéro de sécurité sociale. Par la suite, j'ai fondé mon auto-entreprise de cours particuliers. Je payais mes impôts. Et d'ailleurs, j'ai gagné pas mal d'argent parce qu'à Londres, j'avais une très bonne clientèle. Je gagnais beaucoup d'argent et je payais jusqu'à 3000 pounds, mais c'est des euros ici, ouais. 3000 par an. Non, j'ai bien gagné ma vie et j'ai été totalement légal. Totalement légal. 2 fois, la police est venue
Une fois, j'étais pas là, une fois, j'étais là, mais c'était tout. Voilà. Il n'y avait pas de cavale. Ça, encore une fois, ça, c'est une légende. Vincent Renoir en cavale en Angleterre, non. Jusqu'à 2021, quand il y a eu une tentative d'arrestation. Voilà. Mais là, avant, non, j'étais légal. Donc, mais comment est-ce que vous vivez le fait de, vous disiez que vous étiez assez nationaliste, de quitter la France? Est-ce que vous quittiez aussi votre famille? Alors, j'avais plus de famille déjà, parce que suite à ma première condamnation à la prison en 2010, eh bien, j'avais déjà 8 enfants avec mon épouse, mais bon, ça n'avait jamais très bien été avec mon épouse, par ma faute, par sa faute aussi, mais par la mienne, hein, attention. C'était une femme très bien pour élever les enfants, etc. Je ne vais pas dire que je me suis mal marié, ça ne me correspondait pas, mais bon. Et en prison, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elle a craqué, je ne saurais jamais la raison pour laquelle, et elle s'est mise vraiment à régler ses comptes dans des lettres qui n'étaient pas très aimables. À la fin, je le dis publiquement, je ne les lisais même plus. Quand j'avais eu une enveloppe d'elle, poubelle, je ne les lisais même plus. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en prison, il y a une admiratrice qui m'a écrit, et on a sympathisé. Quand je suis parti, quand je suis sorti de prison, je n'ai pas pu rentrer en Belgique, puisque j'avais une nouvelle affaire en Angleterre, une nouvelle affaire en France. J'étais sous contrôle judiciaire en France, avec interdiction de quitter le territoire, donc j'ai été vivre chez ma mère. J'étais éloigné de ma famille, de ma femme et de mes 8 enfants. Et il s'est trouvé qu'avec ma femme, ça n'allait plus du tout. Et je me suis rapproché de cette admiratrice qui en plus travaillait pour moi, parce qu'elle était correctrice, c'était une secrétaire impeccable. Et ben, vous savez comment ça se passe, hein, de fil en aiguille, ben voilà, ça se fait que j'ai quitté ma femme, c'est une grave erreur de ma part, hein, j'avoue, et je me suis mis avec Marie. Alors, j'ai été vivre chez ma mère, ensuite avec Marie on s'est installé à Saint-Lô, dans la Manche, donc déjà, ben, je ne voyais plus tellement mes enfants, parce que ma femme avait quand même été un peu outrée de ce que j'avais fait, donc elle faisait barrage. Donc c'est comme ça que ma première famille, je l'ai perdue. Et puis Marie, ben, ça a duré 4 ans, mais déjà elle n'en pouvait plus. Elle ne tenait plus, je la vois encore quand j'avais mes problèmes, qu'il y avait la police qui venait, elle pleurait, et puis surtout, je travaillais énormément. Je suis un combattant, moi, donc je travaille. Elle disait souvent, elle s'était plainte d'ailleurs à la sœur de Robert Forisson, qui était une cheville ouvrière du révisionnisme, hein, et elle a dit, mais Vincent, il travaille tout le temps. Et puis la sœur lui avait répondu, mais vous savez, avant d'être marié avec vous, Vincent, il est marié avec le révisionnisme. C'est vraiment sa vraie épouse, le révisionnisme. Et donc, au bout d'un moment, ça allait de moins en moins avec Marie, ce qui fait que quand je me suis exilé en Angleterre, elle ne m'a pas suivi, mais j'en étais très triste. Hein, mais ben, ça n'allait plus, et j'avais pas de famille. Voilà. Donc ça, c'est pour le problème de la famille. Il s'est trouvé que la Providence m'a écarté de mes familles avant cet exil où j'ai tout perdu. Et puis, alors, je suis nationaliste parce que je pense que pour le peuple, c'est très important d'avoir des racines. Je suis même quasiment régionaliste, en ce sens que c'est bien que les gens soient attachés à leur région. Et après, toutes les régions forment une nation. Hein. Mais donc, je suis là-dessus, j'ai conscience que c'est très important pour le peuple, d'avoir la racine, la terre de ses ancêtres, d'y être attaché, d'être attaché à son terroir. C'est très important. Mais il se trouve que moi, ma famille, bah, pas du tout. Du côté de ma mère, mon grand-père est suisse, ma grand-mère était de l'Hérault, ils se sont rencontrés, ils ont été vivre à Paris, ils ont même vécu un peu en Amérique, puisque mon grand-père était prof agrégé de maths d'un très bon niveau. Il a été nommé dans une université américaine, ils sont revenus. Bon, ils habitaient Paris, mais ils n'étaient pas de Paris. Du côté de mon père, ils étaient pieds noirs, mon grand-père était pied noir, et sa femme était une Alsacienne. Donc vous voyez, la Suisse, l'Hérault, l'Algérie, l'Alsace. Aucune attache familiale, rien. Rien du tout. J'ai jamais été sur la tombe, mis à part mes grands-parents. J'ai jamais été sur la tombe. Je ne sais pas où ils habitaient, j'en sais rien. Donc moi, je n'ai aucune région d'attache. Aucune. Mes parents, à cause de sottises qu'a fait mon père quand il était jeune, fin d'études, ils ont été obligés de s'installer en catastrophe en Normandie, parce que c'est là qu'ils prendraient la suite d'un médecin. Il n'était absolument pas normand. On n'a aucune, racine normande. Et moi, je me suis retrouvé là, normand d'adoption. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai conscience qu'il faut avoir une région d'adoption pour les gens, mais moi, j'en ai aucune. Je me sens bien partout. J'ai vécu en Belgique, je me suis bien senti en Belgique. J'ai vécu en Normandie, en Loire-Atlantique. J'ai même vécu dans les Alpes. Je me sentais bien partout.
Et quand j'étais en Angleterre, moi j'ai toujours aimé l'Angleterre, j'ai toujours aimé le peuple anglais. Donc j'étais vraiment, pour moi, j'étais chez moi. Et quand j'ai fui jusqu'en Écosse, en Écosse, je me suis à nouveau senti chez moi. Voilà. Donc ça ne m'a jamais fait souffrir. L'exil ne me fait pas souffrir. Non. Et vous disiez que justement en Angleterre, vous échappez de peu à une tentative d'arrestation. En octobre 2021, je crois, oui. Comment ça se passe, ça? C'est assez fou. Alors, oui, bah, c'est assez fou. C'est que, bon, ils cherchaient à m'arrêter depuis longtemps. Et un jour, il faut savoir que je vivais au deuxième étage d'un immeuble qui avait 2 étages. Au premier étage, c'était mon fils aîné. Donc l'immeuble était colonisé par les Français. Puis au rez-de-chaussée, il y avait un magasin de boilers, de chauffe-eau. Et mon fils était parti, parce que son épouse est étrangère, ils étaient partis au loin dans le pays de son épouse. Il m'avait laissé les clés de son appartement en disant « Papa, il y a une fuite dans la chasse d'eau, est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que tu peux y aller ?» Bon. Et un jour, ça sonne à la porte, j'ai cru que c'était des livreurs d'un colis, je descends, j'ouvre, 2 personnes en uniforme noir, bonjour, et ils me montrent leur carte de police. Et ils me disent, on cherche Vincent Renoir, est-ce que Vincent Renoir est là? J'ai dit, tiens, ils me demandent, donc ils n'ont pas ma photo. Je vais jouer le tout pour le tout. J'ai dit, non, il n'est pas là, non. Et par chance, entre guillemets, ma mère avait fait une chute dans les escaliers, elle m'avait envoyé sa photo où elle avait l'œil au beurre noir, et j'avais mon téléphone, j'ai réussi à leur dire, bah si, regardez, il est parti en France parce que sa mère a fait une chute dans l'escalier, il va revenir dans quelques jours. Ah, très bien. Et ils sont partis. Je remonte, je me dis, c'est pas possible, ils n'ont pas ma photo. Mais je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et en effet, 5 minutes après, ça sonne, ça tambourine à la porte, c'était la porte d'entrée de l'immeuble. Il fallait rentrer, on montait à l'escalier, il y avait le premier étage et le deuxième étage. Et là, j'entends. Oh, j'ai dit non, bah ça y est, là, ils reviennent, ils ont dû tapoter sur Internet, ils ont dû voir ma photo, ils ont dû dire, il nous l'a faite à l'envers, on vient l'arrêter. Et là, j'ai pris mes chaussures, j'ai pris un téléphone de secours que j'avais, j'ai dévalé les marches jusqu'au premier étage, l'appartement de mon fils était ouvert, parce que je le laissais ouvert, et là, ils ont ouvert la porte d'entrée. Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne saurais probablement jamais, et ils ont commencé à monter. Là, j'ai fermé la porte de l'appartement de mon fils, j'ai vissé le verrou, et ils sont arrivés, ils ont vu que la porte de mon appartement était ouverte, ils se sont doutés que j'étais peut-être au premier étage. Ils ont tenté d'ouvrir la porte, ils n'y arrivaient pas. Et par chance, au premier étage, il y avait une porte à l'appartement qui était de l'autre côté et qui donnait sur un escalier de secours qui donnait dans la cour intérieure. Et de la cour intérieure, on pouvait partir, parce qu'il y avait des garages de voitures, on pouvait partir dans une petite rue. Et là, j'ai dit, il faut que je sorte par cette porte. Et ils étaient en train de bidouiller dans la porte d'entrée. Vu comment ils ont ouvert la porte de l'immeuble, ils vont ouvrir la porte d'entrée assez rapidement. J'avais 4 clés, j'avais la porte de sortie, j'ai dit, il faut que la première clé fonctionne. J'ai mis la première clé au hasard, j'ai fait mes chaussures, j'ai fait mes lacets très vite, et la première clé est rentrée, et ça a marché. J'ai ouvert la porte, j'ai dévalé l'escalier, je suis parti, et je savais qu'au bout de la ruelle, c'était comme une espèce d'impasse, avec un petit chemin qui donnait après dans une autre rue, et on pouvait aller dans un parc public. Et j'ai dit là, même s'ils prennent leur voiture, ils ne pourront pas me suivre. Et ils ne connaissent sûrement pas le quartier parfaitement, ils ne sauront pas. Donc j'ai couru sans me retourner. Et ce qu'ils ont vu, alors, d'après ce que m'a raconté après mon fils, ils ont été en bas, chez les vendeurs de chauffe-eau, ils ont dit, vous l'avez vu? Ils ont dit non, on n'a pas vu. Ben non. Et de là, je suis passé par la petite ruelle. Et là, je suis allé sur le trottoir et je savais que j'avais environ 500 mètres avant d'arriver dans le jardin public. Et là, je me suis dit, s'ils commencent à tourner dans le quartier, ils vont peut-être me reconnaître. Mais j'ai été vite, j'ai couru, j'ai ramassé un masque anti-Covid par terre, je l'ai mis sur moi. Je suis allé dans le jardin public. Là, j'ai enlevé, j'avais une veste verte en plus, sans manches, mais verte, c'était un peu voyant. J'ai enlevé ma veste et là, j'ai téléphoné à une amie anglaise parce que dans mon téléphone de secours, j'avais les numéros de secours. J'ai téléphoné à une amie anglaise qui était au courant et je lui ai dit, voilà, ils sont venus m'arrêter, est-ce que tu peux venir? Il devait être, je ne sais plus quelle heure il était. Mais bref, elle m'a dit, je travaille, je peux venir que ce soir. Alors on s'est donné rendez-vous le soir dans un McDonald's pour que je me fonde avec la foule. Elle est venue, elle m'a pris chez elle. Et alors, de là,
En fait, il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté. Je ne suis pas allé en Écosse tout de suite, c'est pas vrai. On a trouvé une chambre d'hôte à Portsmouth. Alors, c'était une chambre d'hôte, enfin, c'était dans un vieil immeuble, un squat pratiquement. Ça sentait le cannabis à plein nez. Le mec, naturellement, comme c'était plus ou moins squat, il ne demandait pas de papier. Je lui ai mis 3 mois de loyer, 5 mois de loyer sur la table, c'était un loyer très faible, genre 200 € par mois, mais dans une chambre crade, enfin, c'était horrible. J'ai mis, ouais, c'est ça, j'ai dû mettre 800 €, j'ai dit, écoute, je reste là 4 mois, ça te va? Ouais, très bien. Bon, le mec, il sentait le cannabis à plein nez. Et là, je suis resté là quelques semaines, mais comme c'était que des voyous là-dedans, il y en a un qui a deviné. Il a deviné que j'étais en fuite. Parce que vous n'étiez pas comme les autres. Ouais, d'abord, il me voyait, un Français, dans cette espèce de sous-squat. Il était venu dans ma chambre, il a vu qu'il y avait un ordinateur. Il a deviné au bout d'un moment. Et un jour, il a fait. Et en plus, il avait vu que je cachais de l'argent liquide quelque part. Un jour, il a fait croire que la police arrivait. Il m'a dit, Vincent, la police est à la porte pour toi. J'étais au premier étage. Alors, le premier étage était assez haut, mais fort heureusement, il y avait une véranda avec un toit en zinc. J'ai sauté sur le toit de la véranda, j'ai pris mon fric, j'ai pris mon téléphone. Non, j'ai pas pris mon fric, pardon. J'ai pris mon téléphone de secours et j'ai pris une pochette que j'avais. Bon, peu importe. Là, j'ai sauté. Je me suis arrivé sur le toit de la véranda. Là, j'ai sauté sur le trottoir. Je suis arrivé dans la rue, au milieu des gens. Ils n'ont pas dû comprendre. Je me suis fait un claquage un peu au tendon. Et de là, j'ai couru. Je savais par où je devais aller. Et j'ai été sur une piste cyclable qui s'enfonçait dans les bois. Et là, j'ai dit, ils ne pourront pas me suivre. Il n'y avait pas la police, en fait. Il n'y avait pas la police. C'était un piège qui me tendait. Il voulait piquer mon fric. Il m'a piqué mon fric, d'ailleurs. Peu importe. Toujours est-il que j'ai retéléphoné à mon ami. J'ai dit, écoute, les flics étaient là. Moi, je croyais. Ah, elle m'a dit, je ne peux pas venir avant minuit parce qu'en plus, bon, là, je ne sais pas. Alors, pendant de 3 heures de l'après-midi à minuit, j'ai zoné. Alors, je tournais dans la ville, mais sans me faire trop repérer. Et puis le soir, j'étais près d'un cimetière, il y avait un chemin, je l'ai arpenté au moins 100 fois. Et à minuit, on s'était donné rendez-vous quelque part, j'étais dans sa voiture, je me suis caché sous les banquettes, et elle m'a repris, et là, elle m'a ramené. Et de là, j'ai cherché à nouveau une chambre d'hôte, mieux, et c'est là que alors je vais chercher toutes les chambres d'hôte sans référence. Pas de papier, rien du tout. Et j'en ai trouvé une à Anstruther, en Écosse. Donc là, j'ai pris le bus pour l'Écosse. Voilà. Et là, c'était le début d'une cavale. Alors là, voilà. Alors, on m'a dit, vous avez vécu sous une fausse identité. Pas vraiment. J'avais pas de faux papiers. Je suis arrivé à Anstruther avec mes valises. J'avais une valise et un sac à dos. J'ai dit, voilà, je suis un romancier. Je cherche, parce que c'était 4 maisons perdues au milieu de nulle part. J'ai dit, je suis un romancier, je cherche à faire un roman, à terminer mon roman dans une ambiance calme. Pareil, j'ai mis 3 mois de loyer sur la table. J'ai dit, je reste 3 mois. Il m'a dit, ok, la chambre est en haut, tu peux aller voir. J'ai été voir, je suis redescendu, j'ai dit, nickel, super chambre, très agréable, petite mais très bien, dans un cadre complètement, pour moi c'était le paradis. Et voilà, et donc, il n'a rien demandé, pas un papier, et c'est là que... avec un VPN, j'ai participé aux émissions de démocratie participative et j'ai écrit mon livre sur Oradour, parce que c'était ça que je voulais terminer. Ouais, je voulais terminer mon livre sur Oradour. Justement, vous complétez le livre que vous avez déjà écrit. Ouais. Donc, c'est un vrai travail d'enquêteur, comme vous dites. Il y a plein de choses, il y a des articles d'époque, il y a des témoignages, des images assez crues. Et vous donnez aussi... Est-ce que vous mettez un peu votre patte de mathématicien? Parce que là, par exemple, je vois... Vous avez fait une petite précision sur les effets d'émission et de rayonnement thermique. Est-ce que c'est vous? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Ah bah oui, ça, alors là, par contre, je remercie la Providence, j'ai été amené à faire des études de chimie, j'ai fait de la résistance des matériaux, j'ai fait de la physique aussi, puisque la chimie, c'est une branche de la physique par certains côtés, et ça m'a beaucoup servi, que ce soit pour les chambres à gaz ou pour Oradour, naturellement. Toutes les constantes de Boltzmann, tout ça qui permet de calculer le rayonnement thermique, là-dessus je m'y connais. Quand je regarde la cloche, les cloches d'Oradour que je vois, je comprends ce qui s'est passé. Donc oui, mes études de sciences m'ont beaucoup aidé à faire ces enquêtes
matériel. Et en comptant l'autre livre précédent, vous mettez combien de temps en fait à l'écrire ce livre, Oradour le cri des victimes? C'est très difficile à dire parce que je fais toujours 100 000 choses à la fois. Ça m'a... Je veux dire, mon premier livre, j'ai fait une enquête de 1991 à 1997. Mais j'ai fait plein de choses en même temps. L'enquête, donc j'ai mis 6 ans. Et celui-là, en fait, ce livre-là, c'est entre deux. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Oradour. Parce que quand il y avait eu du nouveau, je faisais des vidéos. Et là, en fait, c'est un peu une compilation de tous les textes de mes vidéos que j'ai mis en forme. J'ai retiré certains trucs pour que la chronologie, pour faire un plan cohérent. Mais ça m'a pris 3-4 mois à l'écrire. Mais parce qu'il y avait en amont beaucoup de travail sur des vidéos, des nouveaux documents, je les avais présentés, donc j'avais déjà tout ça, oui. Et donc dans une de vos vidéos, je crois que c'est la dernière sur le procès, vous dites si plus personne ne vit pour une idée, cette chose est morte. Ah oui, c'est Lacordaire, oui, c'est une phrase de Lacordaire. De Lacordaire. Pour quelle idée vous vivez? Pourquoi est-ce que pour vous, ce qui s'est passé il y a 80 ans, ça reste aussi important? Ça reste justement très important parce que moi, au départ, je suis un national-socialiste. Je pense que le national-socialisme est un système, parmi d'autres, hein. En d'autres temps et en d'autres lieux, ça peut être un autre système. Ça peut être la royauté, ça peut être la démocratie. Non. Mais j'estime que pour l'Europe, le national-socialisme était une bonne réponse au modernisme qui s'était instauré depuis la révolution de 1789. Qui n'est pas arrivé par hasard, bon, etc. Donc pour moi, le national-socialisme, c'est une des voies de sortie de l'Europe pour se sauver. Et le national-socialisme, aujourd'hui, on ne peut absolument pas en parler, même, on ne peut même pas être, je dirais, pour partisan d'une idéologie d'ordre, parce qu'on nous dit toujours, on sait où ça a mené. Et donc, les vainqueurs de 1945 s'appuient sur l'histoire de 1945 pour détourner les peuples de toute idéologie d'ordre. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en septembre 2018, Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, a dit que les racines des Nations Unies s'enfonçaient dans la nécessité de tirer les leçons de l'Holocauste. C'est-à-dire qu'on a développé à partir, on a dit voilà où mène, d'abord on a dit voilà où mène le racisme, ça mène aux chambres à gaz, voilà où mène l'antisémitisme, ça mène aux chambres à gaz, mais maintenant ça va beaucoup plus loin, c'est voilà où mène toute discrimination. Toute discrimination est mortifère, parce qu'elle va mener un jour ou l'autre à la haine, et elle va mener donc aux actions violentes. Elle peut amener à l'extermination d'États. Voilà ce qu'on nous dit. Donc il faut aujourd'hui absolument faire aucune discrimination. Alors, ça peut être des choses que moi je ne condamne pas du tout. Par exemple, quand on fait les Jeux paralympiques, moi ça ne me choque pas que des gens handicapés, surtout aujourd'hui avec les prothèses qu'on peut avoir, veuillent faire du sport. Mais après, ça va dans un mondialisme absolu avec je dirais, un métissage absolu, une fusion de toutes les nations dans une espèce d'un village-monde, etc. Et pour moi, ça c'est mauvais, parce que la vie, pour moi, est la résultante de déséquilibres. Ce sont les déséquilibres qui font la vie. Par exemple, dans votre cerveau, si vous pouvez penser, si votre cerveau agit, peu importe qu'il y ait une âme ou pas, mais il y a notre cerveau qui est là, les influx nerveux, ce sont que des déséquilibres de charge ionique. Si dans votre cerveau tout devient égal, votre cerveau meurt. Il y a des poisons qui font ça. Ça empêche. Donc, tout déséquilibre est facteur de vie. Quand vous marchez, vous êtes en perpétuel déséquilibre. Si à un moment vous voulez interrompre votre marche, vous tombez. La marche est un perpétuel déséquilibre. Et ça, c'est un bon symbole pour moi. La vie ne peut exister que parce qu'il y a des races différentes, il y a des cultures différentes qui se développent, mais aussi qui rentrent en conflit, des conflits qui ne peuvent pas être armés. Hein. Et pour moi, le mondialisme est quelque chose d'antinaturel, c'est quelque chose de mortifère. Voilà. Donc je suis nationaliste et en même temps je suis très socialiste. Donc je suis national-socialiste. Et parce qu'on dit toujours, on sait où ça a mené aux chambres à gaz, il se trouve que c'est faux, eh bien je lutte pour le révisionnisme, pour lutter, pour réhabiliter le national-socialisme, c'est tout à fait officiel, c'est sur mon site, je ne m'en cache pas. Et donc, en Écosse, finalement, vous êtes arrêté, et vous êtes extradé
en France. Comment ça se passe? Comment ils font pour à la fois vous arrêter et vous extrader en France? Parce que normalement, c'était pas possible. Ah si, alors oui. C'est vrai que normalement, il n'y a pas de loi anti-révisionniste en Angleterre. Or, tant que vous ne violez pas la loi, vous ne pouvez pas être extradé. Et même si un Français viole une loi anglaise, par exemple, qui passe un feu rouge, on ne va pas l'extrader pour autant. Alors, pour pouvoir m'extrader, en fait, ils ont utilisé une ancienne loi qui datait des années 30, quand le téléphone s'était répandu. Cette loi, en fait, il y avait des gens qui envoyaient des coups de téléphone, notamment des femmes, des coups de téléphone violemment pornographiques. Donc, je vous passe de ce qu'ils pouvaient dire à ces femmes. Il y a une loi qui a été faite pour condamner ça. Et c'était une loi qui réprimait ce qu'on appelait les messages grossly offensive, grossièrement offensants. Bien. Alors, quelle est la différence entre un message offensant et un message grossièrement offensant? Il y a tout un problème. Mais enfin, voilà. La loi existait. Et alors, comme il n'avait pas de loi anti-révisionniste, mes adversaires, ils ont fait ça aussi à Addison Chablow, en Angleterre. Mes adversaires, en fait, ont dit, voilà, Renoir, par ses vidéos, il diffuse des messages grossièrement offensants. Voilà, donc, peu importe que ce soit révisionniste ou pas, c'est des messages grossièrement offensants. Donc, ils ont pris plusieurs extraits de vidéos en disant, voilà, ça c'est grossièrement offensant dans une société démocratique. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à m'extrader, en disant, voilà, ils violent une loi qui grave, une loi qui prohibe la diffusion de messages grossièrement offensants, donc on n'en veut plus chez nous. Voilà comment ils ont réussi à m'extrader. C'était naturellement une utilisation abusive de cette loi. Parce que d'abord, les messages révisionnistes ne sont pas grossièrement offensants, parce qu'ils peuvent l'être pour certaines parties de la communauté, pour les juifs notamment, disons-le. Et moi, je comprends, hein. C'est pas qu'un juif soit offensé grossièrement par les messages révisionnistes, je le comprends. Surtout quand le message est diffusé en plus par quelqu'un qui se réclame du national-socialisme. Donc qu'un juif soit grossièrement offensé, oui, mais il y avait bien l'arrêt Handyside en 1900, je crois que c'était 76, qui disait que la liberté d'expression valait aussi pour des opinions qui peuvent choquer, voire inquiéter une partie de la population. Et l'État, il disait non, la liberté d'expression, il est évident que vous allez choquer une partie de la population, mais on ne peut pas vous empêcher de parler parce que vous avez ça. Or là, ils ont dit non, ça offense tout le monde en Angleterre. Non seulement les juifs, mais toute personne bien constituée ne peut être qu'offensée par les messages de Vincent Renoir, donc dehors. Donc dehors, vous vous retrouvez en France. Et oui. Donc vous avez eu votre procès le 22 janvier. La délibération c'est le 19 mars. 19 mars. 19 mars. Vous pensez que vous allez en prison? Ah ben ils vont me condamner à la prison. Je ne vois pas un juge disant ben non, Renoir, il nous a donné son mémoire en défense, non, il n'est pas, c'est vrai, il est judéo-indifférent, et puis après tout, non, c'est impossible. Je rappelle que lorsque, par exemple, c'était fin des années 90, début des années 90, je crois, lorsque des juges ont relaxé Touvier, Paul Touvier, l'ancien milicien, il y a eu une campagne de presse contre eux. D'ailleurs, le président du tribunal s'appelait Jean-Pierre N, H-E-2-N-E, qui a écrit un livre qui s'appelle Un étrange combat. Il raconte comment après, il y a eu vraiment une campagne de presse contre ces gens-là. Donc il est évident que les juges sont très impressionnés. Et d'ailleurs, lorsque les parties civiles sont là, moi dans mon cas, je crois qu'il y avait 4 parties civiles, hein, mais en fait, elles sont là déjà pour faire monter la sauce, comme on dit, mais surtout, je pense qu'elles sont là en disant, il y a un message implicite, même si elles ne le disent pas, et même si elles ne veulent pas le dire, le juge est là, oula, il m'observe. Je dois rendre une bonne décision. Sinon, c'en est fait de ma carrière, etc. Voilà. On est dans une telle société d'hystérie que le simple fait d'être soupçonné de collusion envers le démon, parce que pour moi je suis un démon, vous perdez plein de choses. Donc, les juges n'oseront jamais. Alors, en plus des juges de première instance, ils peuvent vous condamner très lourdement. Ils disent, de toute façon, c'est pas grave, il va faire appel. En fait, ils refilent la patate chaude au juge d'appel. Donc, il est évident que moi, je pense que j'aurai entre 12 et 18 mois de prison. Très bien. On verra, hein, après, je peux me tromper. Donc, merci pour cette partie un peu biographique. Maintenant, je voudrais aborder avec vous des thèmes comme la liberté d'expression,
problèmes juridiques, etc. Vous disiez que donc, vous êtes allé en prison en Écosse, en France, en Belgique. Quelle a été votre expérience avec cette prison et est-ce que vous avez vu des différences entre le système juridique français Le système juridique ou le système pénitentiaire? Les deux. Plutôt le système pénitentiaire. Alors le système pénitentiaire, en fait, oui. Je dirais que chaque prison, chaque pays a ses modes de fonctionnement. Par exemple, en Belgique, j'étais à la prison de Forêt. Mon épouse arrivait, elle déposait des sacs pour moi, il regardait, ça va, et j'avais tout. En France, c'était un peu plus difficile, mais ça allait encore. Mais par contre, en Écosse, oh là là, si vous voulez des livres, il fallait que ça passe par un site autorisé pour envoyer des livres à la prison. Je crois que c'était Blackwell, je ne me rappelle plus. Vous ne pouviez pas recevoir de choses comme ça. Vous ne pouviez pas recevoir de CD qui auraient été des copies. Il fallait que ce soit des originaux dans leur papier cellophane. Vous ne pouviez pas recevoir de nourriture. Alors qu'en Belgique, vous pouviez avoir des gâteaux, des machins, non. Donc oui, il y a des choses très, très, très différentes. Et qu'est-ce que vous disiez les prisonniers quand vous leur disiez que vous étiez là pour avoir partagé des recherches, alors qu'à côté, vous pouviez avoir des braqueurs, des dealers? Surtout en Écosse, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, ils me disaient, mais tu es en prison pour des mots. C'était leur... For words. Et oui, je suis ici pour des mots. Et pour eux, ça les choquait. Je raconte souvent l'anecdote, ils installaient les téléphones dans les cellules, et c'était un membre de la prison, du staff de la prison, enfin de l'équipe administrative, un vieux monsieur sympa, et dans les cellules, quand il arrivait, il disait, et là, t'es là pourquoi, toi? Donc, et moi, je dis, moi, je suis là pour révisionnisme. C'est quoi? Je conteste l'existence des chambres à gaz. Il m'a regardé, c'était comme si je lui avais dit, en fait, je suis arrivé sur Terre, je suis un martien, mais j'ai pas de papier, j'ai pas de certificat, toi, pour arriver sur Terre. Il aurait dû la même surprise. Il m'a dit, mais on peut aller en prison pour ça? Je fais, non, pas en Écosse, mais en France, oui. Il me dit, bon, tu dis que ça existait. Je fais, non, c'est plus complexe que ça. Bon, mais pour lui, il est resté pantois pendant quelques secondes. On peut aller en prison pour ça? Pour eux, c'était impossible. Et vraiment, et je me rappelle même un jour qu'il y a un détenu qui était avec d'autres qui m'ont dit, tu comprends, nous, on est tous des voyous. On trafique la drogue, c'est des histoires de violence, etc. Mais ils disaient, mais toi, t'es un honnête homme. Ils disaient, t'es là pour ça. Ils étaient vraiment dans la convention. Et quand j'étais rentré à Valenciennes en 2010, j'étais dans une cellule seule, et il y a un gardien un soir qui est venu, qui m'a dit, mais t'es là pourquoi, toi? Parce que dans la prison, tout de suite, il y a un négationniste qui est là, enfin ça se sait, mais il voulait savoir. Il me dit, t'es là pourquoi, toi? Je dis, parce que je comptais ces existences des chambres à gaz. Il m'a regardé, il m'a fait, il y a quand même des choses plus graves. Et voilà. Et que ce soit les détenus ou les gardiens, tous se disent, mais il n'a rien à faire ici, ce mec. Il n'a rien à faire. Et c'est pour ça que tout le monde est gentil. Moi, j'ai jamais eu de problème en prison. Tout le monde a toujours été très gentil avec moi. Parce qu'ils se disent, pauvre type. Je voyais bien en Écosse, quand les gardiens arrivaient le matin, parce qu'ils ouvrent la cellule le matin, c'était vers 7 h, je crois. Moi, j'étais déjà à mon bureau, je travaillais, j'écrivais des lettres, je faisais des maths. Parce qu'il y avait un prof de maths qui m'envoyait des exercices et je devais les faire. Souvent, j'y arrivais pas d'ailleurs. C'était trop compliqué. Mais bon, ou alors je faisais du dessin. Et quand ils me voyaient à mon bureau, mais on voyait bien, ils étaient désolés, ils disaient, pauvre type, il est là, il est en tôle, mais c'est un type gentil, serviable. Un jour, il y en a une qui m'a dit, vous êtes celui qui pose le moins de problèmes dans cette prison. Et vous voyez bien. Vous voyez, donc c'est ça, la réaction des gens, c'est de dire, mais t'es là pour ça seulement. Alors, ils ne voient pas qu'en fait, c'est très important, cette histoire de révisionnisme. Mais pour eux, ça reste quand même du domaine de la liberté d'expression. Et là, ils sont vraiment choqués. Ouais. Pensez-vous que, surtout en France, il y a une réelle séparation des pouvoirs entre donc le système juridique et les autres? Non, moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que... alors d'abord, il y a un avocat, Maître Stevenin, qui aurait pu vous démontrer que c'était faux. Alors, il a développé tout un argumentaire en disant qu'en fait, alors je vous répète ce qu'il a dit. Hein, moi, j'ai pas fait de droit, mais j'en ai fait un peu par force. Mais il a dit en fait que un jugement ne peut jamais. Un jugement est personnel. On a jugé des personnes ou un groupe de personnes
c'est personnel, et une fois que le jugement est fini, on ne peut plus l'utiliser. Et donc il a dit, un jugement ne peut absolument pas se transformer, être le fondement d'une loi. On ne peut pas dire, par exemple, un tel a commis un meurtre avec, je ne sais pas, avec de l'acide sulfurique, donc on ne peut plus vendre d'acide sulfurique en France. On ne peut pas se fonder sur un jugement personnel pour faire une loi. Or, il dit là, la loi Guesso, le juge prend un jugement, enfin le législateur prend un jugement, le jugement de Nuremberg, et dit voilà, on ne pourra pas condamner, on ne pourra pas contester des crimes pour lesquels des gens ont été condamnés. Il dit mais ça c'est un viol de la séparation des pouvoirs. Le législateur ne peut pas s'appuyer sur ce qu'a dit le juge pour faire un niveau de loi. C'est ce qu'il a dit. Alors, je pense que ça se tient à sa démonstration. Voilà. Donc déjà, la loi Guesso, c'est un viol, d'après ce qu'il dit, de la séparation des pouvoirs. Mais surtout, je vous le redis, les juges savent aujourd'hui que s'ils ne rendent pas la bonne décision, des lobbies puissants vont leur faire la vie impossible. C'est le ministère qui élit les... Oui, alors oui, il y a ça, exactement. Mais après, même, je dirais, même sans aller dans tous ces rouages, ils ont très peur pour leur carrière. Donc, c'est-à-dire que, normalement, le juge devrait rendre son jugement en conscience, en disant, mais je me moque de ce que va dire la société. Mais ils ne le disent pas, ils ont les yeux rivés, qu'est-ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux, sur les machins, sur les trucs, et donc ils ont une peur. Moi, j'ai vu, quand j'ai été jugé à Limoges en 2003, pour l'affaire de Radour, le juge qui s'appelait Casasus Buillet, qui était un ancien percepteur des impôts, comme ça, ou un contrôleur d'impôts, il tremblait. Il tremblait. Comment à Limoges, à quelques dizaines de kilomètres de Radour, il aurait pu dire « je relaxe Vincent Renoir ». Mais la vie à Limoges aurait été impossible pour lui après. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Alors, il peut y avoir, si les affaires ne sont pas importantes, il y a juste une instance où il y a quand même une plus grande séparation des pouvoirs, c'est la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation, elle juge pratiquement à huis clos, enfin, c'est-à-dire qu'elle juge sans quête publique. En général, c'est bien après les affaires, parce que la Cour de cassation, ça met au moins 1 an, et elle juge à Paris. En général, donc c'est pas sur le lieu où il y a eu les affaires. Et là, la Cour de cassation, et surtout, elle ne juge pas sur le fond, elle juge sur la forme. Est-ce que la loi a été appliquée? Voilà. Donc ils peuvent dire, écoutez, et moi c'est ce qu'ils ont dit dans l'affaire qui a cassé les jugements dans l'affaire de Radour. En gros, c'était, ah oui, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais enfin, ils contestent Radour, et à l'époque, la loi ne l'interdisait pas. Depuis 2017, la loi l'interdit. Mais ils ont dit, écoutez, oui, ils contestent Radour, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais enfin, la loi n'interdit pas de contester Radour. Donc, on casse. Voilà. Et là, donc, comme ils jugent que sur la forme, ils peuvent dire, écoutez, je m'en moque du fond. Moi, je suis un juge de forme. Donc là, je dirais que à la Cour de cassation, il y a plus d'indépendance de la justice. Mais ailleurs... Donc si en général, cette justice elle devient un peu obsolète, est-ce que vous ne seriez pas partisan des tribunaux populaires? Ah, mais moi, alors justement, en Belgique, il faut savoir qu'au départ, les délits de presse étaient jugés aux assises, donc par un jury populaire. Parce qu'on disait, c'est un délit de presse, il s'adresse au peuple, c'est donc au peuple de le juger. Eh bien, quand ils ont fait la loi Guesso, enfin la loi Guesso belge, ils se sont arrangés justement pour que les révisionnistes ne soient pas jugés dans une cour d'assises, mais par des juges professionnels. Et moi, je suis parfaitement pour un jury populaire. Un jury où, eh bien, alors là, il y aurait un droit total à se défendre, quitte à passer un jour à expliquer, etc. Et là, je crois qu'ils ne voudraient jamais ça. Et je ne sais pas si ça vous touche directement, mais est-ce que vous pensez que les accusations comme trouble à l'ordre public ou incitation à la haine, ça peut être des prétextes, un peu des passes, moi, ça me touche maintenant. Des passes pour bien sûr. censurer? C'est évident. C'est évident que l'incitation à la haine, c'est un passe pour censurer. On serait dans une société avec un pouvoir catholique. Qu'est-ce qui se passerait? Quelqu'un même qui écrirait contre la religion. Qui écrirait les évangiles n'ont pas d'autorité. On lui dirait, monsieur, en écrivant cela, vous allez appeler à la haine et les catholiques.
vous allez appeler à des profanations d'églises, etc., des profanations de tabernacles, etc. Donc vous n'avez pas le droit. Il est évident que l'incitation à la haine, c'est une arme qui permet de juger qui on veut. Au Japon, par exemple, pour éviter ça, ils ont dit la haine, on ne peut pas la définir. Légalement parlant, on ne peut pas définir la haine, donc il n'y a pas de crime de haine. Ça, pour moi, c'est la bonne solution. De dire, la haine, c'est quoi? C'est quoi? Inciter à la haine. Et alors, ça va très loin aujourd'hui en France, puisque justement, ils vous disent bien, oui, mais vous pouvez inciter à la haine des gens fragiles. Oui, mais à ce moment-là, je vais interdire à toutes les jeunes femmes de sortir en mini-jupe. Parce qu'elles peuvent inciter au viol un obsédé. Ben oui, mais à ce moment-là, elles vont sortir quoi? En bleu de travail. C'est ça ce qui se passe. C'est qu'à partir du moment où je commence à dire, non seulement vous pouvez inciter à la haine, mais en plus, même des gens fragiles, ben, je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de dire... il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Si vous dites que la ville, c'est pas fait pour l'homme, c'est pas fait pour l'être humain, vous allez inciter à la haine contre les urbanistes. Si vous dites que le nucléaire, ça pollue à cause des déchets, vous pouvez inciter à la haine des gens qui travaillent dans le nucléaire. On peut imaginer, donc du moment qu'il y a un lobby puissant, il va pouvoir dire, vous incitez à la haine des gens qui sont avec moi. Donc pour moi, tout ça, c'est des prétextes. Donc maintenant, je voudrais parler un peu avec vous de votre point de vue sur la liberté d'expression. Donc dans votre procès, l'avocat des associations qui ont attaqué en justice. Oui, qui étaient en partie civile, voilà. oui. Donc l'avocat a dit, la liberté d'expression n'est pas sans frein. L'article 24 bis interdit même de douter. Oui, c'est ce qu'elle a dit, oui. Donc c'est quand même assez grave ce mot. Qu'est-ce que vous en pensez de la démocratie? C'est extrêmement grave. C'est que, alors en fait, le problème, c'est que la liberté d'expression, pour moi, c'est un leurre. Hein, je le dis tout de suite. Moi, je dis, je ne réclame pas la liberté d'expression. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. J'ai le devoir de dire ce que j'estime être la vérité. Donc déjà, moi, je ne joue pas du tout sur le terrain de la liberté d'expression. Et pourquoi? Parce que de toute façon, quand ils disent que la liberté d'expression n'est pas sans frein, au niveau de l'Europe, ils ont raison. Et même au niveau du monde, d'ailleurs, normalement. Parce que ce soit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, vous avez toujours à la fin les deux derniers articles, le dernier article qui est intitulé « L'abus de droit ». Donc vous allez jusqu'au bout. Les premiers articles, c'est la fête. On vous donne tous les droits possibles, surtout le droit à la liberté d'expression, c'est l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et puis vous allez à la fin. Et le dernier article, l'abus de droit, on vous dit, ah oui, mais attention, vous ne pouvez pas invoquer un droit qui est là-dedans, donc y compris le droit à la liberté d'expression, pour détruire la charte qui accorde des droits de liberté d'expression. Sous-entendu, vous ne pouvez pas utiliser la liberté d'expression, en gros, pour faire une société fascisante. Vous ne pouvez pas. C'est l'abus de droit. Parce que vous ne pouvez pas, justement, donc notamment parler contre les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas parler pour dire, moi, les droits de l'homme, c'est pas légitime. Non, vous n'avez pas le droit. Et vous ne pouvez pas dire, je fais de la politique pour instaurer un gouvernement où il y aura des devoirs, mais pas de droits de l'homme. Vous ne pouvez pas le dire. Je crois que c'est l'article 30 dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est bien dit que aucun des droits accordés dans la présente déclaration ne pourra être utilisé contre les buts des Nations Unies. Donc, à partir du moment où vous voulez parler contre les Nations Unies, vous n'avez pas le droit de parler. Donc, la liberté d'expression, en effet, elle est encadrée. Le premier amendement de la Constitution américaine, en fait, normalement, c'est une exception qui n'est pas légitime. Normalement, vous n'avez pas le droit de tout dire. Vous êtes forcément limité. C'est dans les règles du jeu. Voilà. Le premier amendement de la Constitution américaine, c'est une aberration. Et les pays où on dit non, vous avez le droit de tout dire, normalement, non. En Europe, vous n'avez pas le droit, justement, d'appeler à la haine parce que c'est contre les droits de l'homme qui disent que chacun doit avoir la sûreté, etc. Ouais, donc ça, il y a une différence entre la vraie démocratie et les valeurs démocratiques aujourd'hui. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et je pense foncièrement que le peuple, il se dit attaché à la liberté d'expression. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est jusqu'à ce qu'il soit choqué. Et quand il est choqué, combien de fois, moi, des gens m'ont dit, mais tais-toi!
C'est-à-dire que des gens qui disent non, t'as pas la liberté d'expression. Des gens qui disent c'est intolérable ce que tu dis. Et en fait, à chaque fois qu'ils disent ça, ils disent oui, tu n'as pas le droit d'utiliser la liberté d'expression pour me choquer. Donc, mon analyse, c'est que je crois franchement que oui, on est en démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des élections, et naturellement, les gens se font avoir, ils disent oui, on est tous pour la liberté d'expression, tu devrais pouvoir le dire. Ouais, mais attends, tu es vraiment sûr? Je ne suis pas si sûr que ça. Alors. Mais en tous les cas, il est évident qu'entre ce qu'on appelle la démocratie, où il devrait y avoir une vraie liberté d'expression, et ce qu'on vit, c'est complètement différent. Hein, voilà. Mais après, ça peut se discuter. Merci. Donc maintenant, pour ce qui concerne les médias, qui jouent beaucoup... énorme. Oui. Donc vous savez sûrement, mais pendant la Grande Guerre, 14-18, des deux côtés, on a connu une très forte propagande. Oui. Il y avait des articles absolument extraordinaires. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours, on appelle ça le bourrage de crâne, on est toujours dans cette ère? Bien sûr, bien sûr. Regardez, au moment de la guerre d'Irak, le coup des bébés koweïtiens enlevés des découveuses et jetés dehors, c'était complètement faux. C'était du bourrage de crâne. Dans la deuxième guerre d'Irak, Colin Powell, qui nous montre une fiole avec des armes chimiques ou bactériologiques de destruction massive qu'aurait eu l'Irak, c'était entièrement faux. Le bourrage de crâne est permanent. Il suffit, moi j'aime bien, je fais juste ça pour l'expérience, c'est avoir un flux d'informations Internet. Pour voir qu'est-ce qu'on nous présente. À l'heure actuelle, en France, Elon Musk est le pire des crétins, le pire des imbéciles, l'être le plus mauvais, etc. Je veux dire, regardez Donald Trump. Donald Trump, c'est pareil, etc. Vous avez un perpétuel bourrage de crâne, bien sûr. Alors, le problème, il est là, c'est qu'en fait, la propagande n'existe pas sans le propagander, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne lisent que ce qui les intéresse. Donc, en fait, ils vont vers le bourrage de crâne. C'est ça le problème. Il est très rare d'avoir quelqu'un qui dit « Ah non, mais je suis pas d'accord, mais je vais quand même écouter. » Non, en général, les gens, ils n'écoutent pas, ils cherchent tout de suite à répondre quelque chose. Et il y a une presse d'opinion. Un communiste achète l'humanité. Parce qu'un communiste veut avoir les informations de l'humanité. Un homme de droite va acheter le Figaro. Mon père a acheté le Figaro. Il n'y aurait pas eu Libération à la maison. Donc en fait, les gens veulent écouter, veulent entendre, veulent écouter ce qui va dans leur sens. Et c'est le problème, par exemple, des rumeurs. Quand il y a une rumeur, les gens qui croient à la rumeur, c'est qu'ils veulent la croire. Eh bien, si vous faites des démentis, il y a ce qu'on appelle la fuite des cibles. C'est-à-dire que les gens ne vous écouteront pas. On a fait des expériences. Par exemple, vous allez dans un endroit comme pour la machine, vous allez devant une machine à café, et vous commencez un discours, vous dites que le café c'est mauvais. Les gens n'écouteront pas, les gens s'en vont. Les gens, ça ne les intéresse pas. Par contre, vous allez par exemple dans un magasin bio, et vous dites que la nourriture pas bio, ça contient plein de pesticides, d'hormones, etc., les gens vont autour de vous et vont vous écouter. Par contre, si vous dites, après, non, mais le bio, c'est de la sottise, pouf, il n'y aura plus personne. Donc, il y a un bourrage de crâne, mais le peuple est responsable en partie de ce bourrage de crâne. Parce qu'il le cherche, en fait. Il cherche des informations qui le confortent. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on peut aller de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui a eu récemment, enfin maintenant X, qui a été récemment décensuré par Elon Musk. On a Telegram aussi, donc les gens peuvent aller d'eux-mêmes chercher l'information à sa source. Donc il n'y a plus d'intermédiaires, de journalistes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou que ça peut mener à une désinformation aussi? Ah, alors le problème c'est que dans l'absolu c'est une bonne chose. C'est que de pouvoir enfin ne pas avoir de filtre. C'est-à-dire que pouvoir aller chercher toutes les informations. C'est une bonne chose. En théorie c'est une bonne chose. En pratique c'est très différent. Pourquoi? Parce qu'une information n'acquiert de valeur que si elle arrive dans un esprit qui peut la mettre en relief, la comparer, etc. Si elle arrive sur un terrain vide, l'information va glisser comme sur les plumes d'un canard et ne va rien donner. C'est ça le problème. Or, on arrive aujourd'hui avec des générations qui ont très peu de culture générale. Et donc, l'information, pour elles, ça n'a pas de... Ils ne peuvent rien en faire. C'est là le problème. Pour travailler sur une information, il faut avoir des connaissances. Je vais prendre un exemple en termes de révisionnisme, par exemple. Si je dis que, par exemple, que les trains de déportés arrivaient à Belzec pleins et repartaient vides, quelqu'un qui va voir
l'information, si ça l'intéresse, il va dire « Ah ben ça prouve que bah oui, les gens étaient exterminés à Belzec, c'était fini. » Si je dis « Non, mais après, il y avait une déportation plus loin vers l'Est, mais on prenait d'autres trains. » Belzec, c'était un camp de transit où on prenait les Juifs qui étaient capables de travailler pour les envoyer dans les camps de travail, et les Juifs qui étaient incapables de travailler, on les envoie plus loin vers l'Est. Ah oui, alors si on me dit que les trains arrivaient pleins puis repartaient vides, je peux analyser l'information autrement. Si je n'ai pas d'information, je vais l'analyser comme un fait brut, je vais dire, ah ben voilà, oui, bon ben ça prouve que tout le monde est exterminé. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Le réchauffement climatique, il y a des parallèles que l'on fait qui ne sont pas valables en fait. Il y a plein de choses qui ne sont pas valables parce que ce sont des informations qui ne sont pas mises en relief avec d'autres informations. Donc, le déluge d'informations, pour moi aujourd'hui, en théorie c'est parfait, mais en pratique ça ne marche pas. Et vous, de votre point de vue, si vous deviez conseiller à un jeune de lire un journal ou une source d'information, ça serait laquelle? C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tout dépend d'abord sur quoi. Moi je dirais... En général, sur l'actualité. Eh bien, moi je dirais qu'il s'abonne à Caféine. Je ne fais pas de pub pour Caféine, hein, mais parce que Caféine, au moins, on a une grande partie de la presse française. Moi, je suis abonné, c'était du genre 15 € par mois, et vous avez tous les jours, vous avez les principaux quotidiens, et là, vous pouvez... Moi, ce que je déconseille aux gens, c'est de lire toujours les choses qui émanent de leur camp, et qui ne leur donnent qu'une vision des choses. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir une seule vision des choses. Moi, je leur conseille toujours d'essayer de regarder un peu plus, d'aller un peu plus dans toutes les branches possibles pour voir. Voilà, mais c'est très difficile de dire, vous devez dire ça. Moi, j'aime bien Rivarol, par exemple, mais Rivarol, c'est des informations quand même ciblées. Moi, quand j'étais en prison, et même ça m'arrive, ceux qui regardent mes vidéos voient, je lis Libération, je lis des choses qui sont complètement contre nous, mais ça permet d'avoir d'autres angles de vue. Et vous voyez quand même des bonnes choses, en tout cas dans les journaux que... Bien sûr. Bon, après, moi, je lis aussi des revues scientifiques, donc là, c'est neutre. Mais, enfin, c'est neutre, pas forcément, mais moi, je vois des bonnes choses partout. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup dans mes vidéos, ceux qui connaissent, notamment mes vidéos sur la sociologie, je cite des gens qui ne sont pas du tout de notre bord. Je cite, je sais pas, je cite Lipovetsky, je cite des gens qui ne sont pas du tout de notre bord, je cite Zoshana Zuboff, Hélène Torchman, enfin, c'est pas des gens de notre bord, ça, rien que leur nom, ça s'entend, hein, bah. Mais moi, je les lis et je dis, ah ouais, là, ils ont raison, là, c'est intéressant, ou ils ont un point de vue intéressant. Donc, pour moi, il ne faut pas baigner dans son jus. C'est le grand risque des gens, et ça, je leur dis toujours, ne baignez pas dans votre jus. Allez voir ailleurs, sortez, voyez l'autre presse et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. D'accord, merci. Dernière partie, ça serait sur l'avenir de la France. Aujourd'hui, on est dans l'ère vraiment de l'individualisme, on peut être ce qu'on veut, on peut avoir des couleurs... Sauf fasciste. Ouais, mais on peut être du genre qu'on veut, on peut avoir les cheveux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Et est-ce que vous pensez que l'individu est trop libre ? Alors, je ne sais pas s'il est si libre que ça, mais il se croit libre, en effet. En effet, oui, c'est sûr. Ben, en fait, pour moi, c'est pas une affaire... Je ne raisonne pas par rapport à l'individu, moi. C'est-à-dire que je dis que, dans la société fonctionne si le bien commun prime sur les intérêts particuliers. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que l'individu sache que, d'abord, il doit travailler pour la communauté. Et une fois que la communauté sera prospère, ça ruissellera sur lui-même. Voilà. Or, on est aujourd'hui dans une totale pensée différente. Pensée totalement différente. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui que c'est l'individu qui est le centre et la société, c'est une juxtaposition d'individus qui doivent vivre de façon libre et la société est là juste pour éviter les conflits. Par exemple, ne faites pas de travaux bruyants avant 22 heures. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez chez vous, mais pas après 22 heures ou pas avant 8 heures du matin. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des individus... En fait, on n'est pas si libre que ça. Regardez, on ne peut pas fumer où on veut. Je dis ça, je ne fume pas. Hein, donc, vous ne pouvez pas conduire comme vous voulez. Il y a des tas de restrictions. Non, il y a des tas de choses. Il y a des tas de réglementations. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'individu est trop libre. On le laisse libre sur des choses, voilà, sur la couleur des cheveux.
on le laisse libre sur son genre sexuel, du moment que... En fait, on le laisse libre du moment que vous ne gênez pas le voisin. Et ça, pour moi, c'est une société qui est fondamentalement antinaturelle. Il n'y a plus de groupes d'individus, de groupes sociaux. Non, c'est une société C'est un peu éclatée. l'idéologie du national-socialisme. Oui, c'est ça. Nous, on dit, il doit y avoir d'abord une nation, et comme il doit y avoir le bien commun avant les intérêts particuliers, naturellement, les gens vont se mettre en groupe. Parce que le bien commun, on ne peut pas en général le faire tout seul, on peut y participer, mais en général, c'est au sein d'un groupe. Aujourd'hui, on est dans une société complètement différente. La société est complètement atomisée. L'individu est en charge de lui-même et doit se construire lui-même. D'ailleurs, beaucoup de gens sont incapables. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont un vide. Ont un vide dans la vie parce qu'ils ne peuvent pas se construire eux-mêmes. En fait, finalement, vous vous rendez compte que eh bien, cette société dans laquelle on vit, elle donne à l'individu, elle lui dit, tu as pour mission de construire toi-même. C'est une société très très exigeante. Alors moi, je ne serais pas contre d'ailleurs. Mais le problème, c'est que quand on se construit sur du rien, que les gens sont ignorants, n'ont plus de passé, n'ont plus de futur, n'ont plus rien, ça donne rien. Quelqu'un disait à propos des French Dreamers, j'écoutais, hier une amie me faisait écouter une vidéo, et il disait que les prénoms de leurs enfants, c'était des prénoms qui n'avaient ni d'histoire. C'était Laura, Johnny, des prénoms qui n'avaient aucune histoire, qui n'étaient reliés à rien, et il disait que c'était des enfants du néant. Et c'est exactement ça. On est face à un individu atomisé, qui est seul, qui ne s'inscrit dans aucun passé, qui s'inscrit dans aucun futur. Alors, on pourrait dire, bah c'est bien, il vit l'instant présent, mais non, il vit un instant présent qui est du néant. C'est juste, bah, qu'est-ce que je veux faire pour me distraire? C'est tout ça en fait. Parce que quand on est vide intérieurement, quand on se dit, bah écoutez, moi je suis sorti du hasard parce qu'un jour un spermatozoïde est rentré dans un ovule, bon, ça m'a fait, par hasard, et puis à ma mort, je vais me dissoudre et puis j'existerai plus. Parce que dès que mon cerveau va s'arrêter, ma conscience n'existera plus. Le seul truc qu'on puisse faire, c'est vouloir se distraire. Et donc on est dans une société de gens qui se distraient, une société qui se dissout, qui s'effondre, qui se liquéfie. La société se liquéfie. C'est l'effondrement de nos sociétés. Est-ce que la religion, ça peut être en tout cas en France, elle est en déclin. Est-ce que ça peut être un facteur de regrouper les gens? Est-ce que c'est important? Alors, pour des gens, oui. Des gens, je pense que beaucoup de gens, et Hitler l'expliquait bien dans Mein Kampf, ont besoin d'une religion, de religuérer. C'est peut-être pas la racine réelle, mais enfin, on dit religuérer, ça relie les gens entre eux. Mais ça les relie à Dieu, en fait. Ils disent, ça peut... Je pense que la religion peut avoir un bienfait, surtout déjà si elle explique que la vie, il doit y avoir des sacrifices dans la vie. Et ça, je pense, ça peut être bon. À mon avis, moi, je suis plutôt partisan de ce que j'appelle une spiritualité beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, je n'ai pas de dogme dans la vie, je n'ai pas de rituel, mais je me considère comme quelqu'un d'assez spirituel. Mais je pense qu'il y a des gens, ça ne leur convient pas. Oui, la religion peut être quelque chose d'intéressant. Si vous étiez président, question un peu drôle, quelles seraient vos... Ouais, parce que je ne pense pas d'arriver. Ah, absolument pas. Quelles seraient vos 2 ou 3 premières mesures? Si j'étais président, quelles seraient mes 3 premières mesures, enfin mes 2-3 premières mesures? Eh bien, je pense que si j'étais président, bon, c'est théorique, hein, oui. Mais je m'attaquerais à l'éducation nationale et je ferais en sorte qu'on enseigne aux jeunes, la possibilité d'une vie spirituelle, que vous n'êtes pas qu'un agrégat de matière, que vous avez aussi une conscience qui peut survivre à la mort. Je ne l'imposerai pas, parce qu'il n'y a rien à imposer dans ces matières-là. Mais il y aurait des cours avec les expériences de mort imminente, quitte à voir ceux qui disent que c'est faux, ceux qui disent que c'est vrai. Et j'orienterai la jeunesse en disant, voilà, votre vie est faite pour vous dépasser. Votre vie n'est pas faite pour vous distraire, votre vie est faite pour vous dépasser. Et le dépassement commence d'abord par un travail intérieur. On ne peut se dépasser que si on fait un travail intérieur, si on comprend intérieurement ce que l'on est. Or, la distraction, si vous avez fait du latin, distraire, traire, tracter, dis en dehors.
La distraction, c'est se tirer hors de soi, pour s'oublier soi-même. Parce qu'on n'a rien dedans, on est vide. Donc on veut se distraire. Or moi, je dirais aux gens, non, justement, au contraire. Faites-vous une vie intérieure riche, interrogez-vous sur les fins dernières de l'homme. Je les intéresserai à toutes ces expériences qui, aujourd'hui, pour moi, quand même, démontrent, pas scientifiquement, enfin, pas de manière, pas mathématiquement, qu'il a une pensée, que notre pensée est supérieure à notre cerveau, qu'il y a autre chose de plus, qui n'est pas matériel. Et ce serait ça, moi, ce serait sur ça que j'irais. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit, je n'impose pas. C'est intéressant parce que c'est le slogan un peu de votre... Qui n'est pas de moi. Ah, qui n'est pas de vous, non, mais il était de mon ami Raymond Bolaton, un anarchiste. J'expose, je n'impose pas. Exactement. Je l'ai repris en souvenir de lui, parce qu'on était vraiment très proches. Donc en fait, vous n'êtes pas si totalitaire que ça. Ah bon, pas à du tout. Ce qu'on pourrait penser, révisionniste, le Troisième Reich. Ah non, non. D'abord, je dis toujours, il y a une différence entre l'hitlérisme et le national-socialisme. L'hitlérisme, c'est une expression du national-socialisme dans un pays donné, à une époque donnée, pour résoudre des problèmes donnés. Notamment, il avait à faire une révolution. J'ai rarement vu une révolution qui est libérale. La Révolution française n'était pas libérale, quand même. Hein, je veux dire, les révolutions s'accompagnent toujours de coercition, de violence, voire de massacre. Donc, mais une fois que la révolution est passée, moi je dis que le national-socialisme c'est quelque chose d'universel. C'est une idéologie universelle qui n'a pas attendu Hitler, puisque le premier parti social-nationaliste a été créé en France en 1903 par Biétry et ses camarades, qui l'ont exposé dans un livre qui s'appelle « Le socialisme et les jaunes ». Donc le national-socialisme, c'est pas Hitler qui l'a inventé. Hitler en était une expression, une incarnation à un moment donné. Mais le national-socialisme peut être absolument, par de nombreux côtés, très libéral. Moi, je revendique que je suis un libéral. Et je peux vous raconter une anecdote personnelle. Quand Marie est venue vivre avec moi, elle a été extrêmement surprise. Elle m'avait connu par égalité et réconciliation, donc on a sympathisé. Et elle me disait, mais moi je pensais que tu étais quelqu'un de militaire. Et elle a vu quelqu'un absolument pas militaire. Quelqu'un, je veux dire, moi je suis plus proche de l'anarchie que de la loi absolue. Et là, j'aime pas tellement Saint Paul, mais j'aime bien Saint Paul qui dit, quand vous aimez, vous êtes au-dessus de la loi. Mais oui, à partir du moment où vous aimez la communauté, que vous voulez vous dédier votre vie à elle, vous n'avez plus besoin de loi. Moi, j'ai pas besoin de loi pour dire, n'attache pas ton vélo n'importe où. J'attache toujours mon vélo pour ne gêner personne. Je n'ai pas besoin de loi pour me dire tu ne dois pas voler dans un magasin. Je sais que je ne dois pas voler parce que je dois rendre au commerçant ce qu'il a fait. C'est drôle parce que nous, on s'imagine, quand on voit la division des partis des idées, on voit comme une ligne, la gauche, les anarchistes, à droite, peu à peu, on arrive vers le national-socialisme, l'hitlérisme. Et en fait, ça se rejoint, vous dites que vous êtes pas du tout, voilà. Plus proche de l'anarchisme. C'est comme un globe. C'est comme un globe. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les extrêmes se rejoignent. Bon, c'est peut-être une formule trop facile, mais il est évident. Je crois que quand on est... C'est ça, quand on commence à se dire... Moi, dans ma vision de la vie, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo parue ce matin d'ailleurs, la vie, c'est pouvoir donner l'amour inconditionnel de plus en plus, ce qui est très dur. C'est très dur. Vous savez, on se moque souvent des gens de la parole du Christ. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Les gens s'en moquent. C'est un signe de faiblesse, disent-ils. Ah bon? Vous êtes prêt à tendre la joue gauche quand vous a frappé la joue droite? Il faut un réel courage. Il faut un réel courage de dire, vous voulez me frapper? Ok. Vous voulez me mettre en prison? Ok. Tous ces gens qui font les gros bras, je ne dis pas qu'il ne faut pas des gros bras de temps en temps, mais vous êtes vraiment capable de faire ça? J'en ai connu très peu. Des gens qui, quand on leur frappe la joue droite, montrent la joue gauche, c'est un acte d'un grand courage. C'est de dire, tu peux me frapper, ça ne changera rien. Vas-y, frappe-moi, ça ne changera rien. Il faut être courageux pour faire ça, pour accepter les coups. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et vous voyez, donc je dis souvent, on a l'impression que nous, de notre côté, c'est la force, etc. Non, pas forcément. La force peut être dans la non-violence. Mais faut du courage pour être non-violent. Faut du courage pour pouvoir dire à ses adversaires, je m'en fous. Et donc, non. Dans le national-socialisme, il peut y avoir de l'anarchie. C'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Je pense, et je dis toujours aux gens, ne mettez pas d'étiquette. N'en mettez sur personne. Les gens, il faut les voir eux-mêmes.
qu'est-ce qu'il pense, etc. Je sais que souvent, on met des étiquettes sur moi. Il doit être comme ci, comme ça. Pas du tout. Merci. J'ai encore quelques questions Oui. sur vous. Ma prof de maths disait qu'une vie bien rythmée, c'est un tiers de notre vie on apprend, un tiers on travaille et un tiers on transmet. Est-ce que vous aussi, un peu comme un papillon, vous avez eu des phases? Non. Moi, j'ai pas eu de phase. J'ai toujours appris, travaillé et transmis en même temps. Je pense que ça, alors peut-être que ça s'applique chez des gens, hein, mais moi, toute ma vie, j'apprends, toute ma vie, je travaille à transmettre. Et d'ailleurs, comme j'ai appris, ce que j'ai transmis, ça a évolué. Le Vincent Renoir qui avait 25 ans n'est plus du tout le Vincent Renoir qui a 55 ans. Justement, j'ai vu quelques photos de vous dans le passé. Avant, en tout cas, vous étiez quand même bien en forme. J'étais obèse, hein, Ouais. disons le mot. Voilà. Est-ce que vous avez vu aussi des changements dans votre, à la fois physique, mais à la fois dans le combat? Est-ce que vous étiez plus, Ah, bien sûr. enfin, pas agressif, Si, mais... plus mordant. Entre le Vincent Renoir, quand il avait 30 ans, et qui n'hésitait pas à dire il y a des pleutres, il y a des lâches, aujourd'hui, vous ne m'entendriez jamais dire ça. Je suis beaucoup plus compréhensif aujourd'hui, parce que j'ai appris par le bouddhisme, enfin bon, on peut l'apprendre autrement, hein, mais j'ai appris ce qu'on appelle le Tonglen. Le Tonglen, c'est une façon de faire qui consiste à se mettre vraiment à la place des autres. Pas faussement, mais de dire, voilà, l'autre, là, comment il réagit, qu'est-ce qu'il est, suivant son histoire, suivant comment il vit, à quoi il pense vraiment. Est-ce qu'il a vraiment, est-ce que c'est légitime? Et dans ce cas-là, on dit, ah bah oui, c'est légitime, comment il fait. Donc oui, j'ai énormément changé, j'en suis très content, et je reviendrai pour rien au monde, je reviendrai même 20 ans en arrière maintenant. Donc, parce que j'ai cru comprendre que Robert Faurisson, dans une de ses dernières interviews, disait que, enfin, avait presque des regrets, dans le sens que il ne sait pas si ça en a valu la peine. Est-ce que vous pensez que ça en a valu la peine? Ah oui, toujours. Toujours. Moi, je dis que ça en a... Si vous deviez refaire la vie... je re-signe 100%. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun doute que ce que j'ai fait a servi. Pourquoi? Mais parce que ça a servi à moi. Et en fait, c'est ça, l'avantage, moi, dans ma vision du monde, vous devez vous donner à la communauté. Mais c'est pourquoi vous vous donnez. Parce que vous allez vivre des épreuves qui vont vous faire progresser. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous donnez à la communauté, en fait, c'est pour vous. C'est, je dirais pas c'est égoïste, parce que vous donnez à la communauté. Mais c'est pour vivre des épreuves qui vont vous faire progresser en vous faisant découvrir des choses. On ne progresse que dans l'épreuve. Donner la vie, ça se fait dans la douleur. Apprendre, ça se fait dans la difficulté. Tout ce qui est mouvement vers le haut, c'est toujours, il faut fournir de l'énergie. Le mouvement vers le bas, vous pouvez y aller. Hein. Mais le mouvement vers le haut, que ce soit donner la vie, apprendre, se perfectionner, ça demande de l'énergie. Eh bien, quand on sert à la communauté, on vit des épreuves. Que ce soit la mère de famille qui se donne à ses enfants, que ce soit le menuisier qui va travailler au mieux, que ce soit le cordonnier qui va réparer au mieux les chaussures, qui va rester le soir parce qu'il y a un client qui est pressé et qui veut faire ses chaussures pour le lendemain matin. Tout le monde va vivre des épreuves en se donnant à l'autre. Et c'est par ces épreuves qu'il va progresser. Mais après, vous êtes donné à la communauté, par exemple. La communauté ne fait rien de ce que vous avez fait. Peu importe, vous en avez profité. Vous, quand vous mourrez, au moins dans ma vision des choses, vous avez progressé. Votre prochaine vie sera encore meilleure. Elle sera encore plus proche du nirvana. Peu importe, moi, ce que la société, si tous mes travaux après s'évanouissent, ça ne changera rien au problème. Donc, moi, je ne regrette rien. Même si on me disait, ça n'a servi à rien socialement, collectivement, ce que tu as fait. Vous n'avez pas jamais songé à arrêter? Jamais. Jamais songé à arrêter. Je me suis toujours senti porté par cela. J'ai une dernière question. Je vais vous demander de vous imaginer à, je sais pas, le plus tard possible, j'espère pour vous, dans votre lit de mort. Qu'est-ce que vous conseilleriez, en une phrase, à un jeune de 17-18 ans avant de mourir? Je dirais, aime les autres et donne-toi à eux. Rends leur service, en permanence. Et tu verras comme ta vie sera pleine et heureuse. Merci beaucoup, Vincent Renoir. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir interrogé. Et... C'était très intéressant. Très bien. Donc, si les gens veulent vous soutenir, c'est le 19 mars. 19 mars, même s'ils sont curieux de venir vous voir. Sinon, vous avez donc la chaîne sans concession. Oui. Vous publiez souvent des vidéos. Oui, j'ai ma chaîne YouTube sans concession, j'ai mon blog, le blog sans concession, il faut un VPN là, parce qu'il est bloqué en France.
Enfin, tout le monde a un VPN. Et puis, j'ai aussi mon canal X, puisque depuis qu'il n'y a plus de censure. Et il paraît que sur Facebook, il n'y aura plus de censure non plus. C'est ce que Mark Zuckerberg a dit, pourquoi pas. Donc, si Facebook n'a plus de censure, je serai aussi sur Facebook. Voilà, Merci. merci beaucoup.